La compte qui bloque. Jour 5, 1200 milles nautiques parcourus. Nous sommes au milieu de nulle part, en plein océan Atlantique Nord. Le cyclone Ernesto est à nos trousses. Je repense aux pêcheurs Terre-Neuve qui bravaient la mer sur cette même route pour revenir en Bretagne, les cales chargées de précieuses morues. Et je me demande ce qu'on fait là, sans cesse ballottés dans le ventre de ces vaisseaux marins susceptibles de chavirer à chaque instant. C'est ma première transatlantique, et c'est une course, sur un bateau dangereux. Cela fait des mois que ce projet me hante. Je m'appelle Lou Kevin, je suis médiaman. Ma mission, filmer cette aventure quoi qu'il arrive, tous les jours. Envoyer des images à la Terre par satellite. Des images qui racontent la vie sur cet océan immense et imprévisible. Et puisqu'il est difficile de décrire les choses de la mer en images, je pars accompagné du livre de Pierre Loti, pêcheur d'Islande. Le temps était resté beau sur ce jour des séparations. Les départs d'Islandais avaient commencé depuis l'avant-veille, et à chaque marée, un groupe nouveau prenait le large. Et il se passait des choses sauvages. Des malheureux qui avaient signé leur engagement par surprise quelques jours dans un cabaret et qu'on embarquait par force à présent. Leurs propres femmes et des gendarmes les poussaient. D'autres enfin, dont on redoutait la résistance à cause de leur grande force, avaient été enivrés par précaution. On les apportait sur des civières, et au fond des cales des navires, on les descendait comme des morts. Quelle chose terrible était-ce donc ce métier d'Islande, pour s'annoncer de cette manière et inspirer à des hommes de telles frayeurs. Mesdames et messieurs, nous avons débuté notre défense d'un aéroport de 5 heures. Pourtant, il y avait aussi des marins qui souriaient, qui sans doute aimaient la vie au large et la grande pêche. Ouais, C'étaient les bons, ceux-là. Ils avaient la mine noble et belle. 5 jours, 14 heures, putain, c'est... On a à peine avoir le temps de faire connaissance. Nous partons à bord d'un Terrainvest avec Mathieu Perrault, skipper du bateau et ami de longue date. Il est accompagné par Antoine, que je ne connais pas encore. Il met 2 minutes de moins, mon pivot. Non, CEP, 5 jours, 14 heures. Ah ouais, le pivot plus vite. Et Kevin, que j'ai eu l'occasion de filmer plusieurs fois ces derniers temps. 2 minutes d'écart. Nous nous préparons pour 2200 milles de course en autonomie sur la face nord-atlantique. La route des dépressions et des records. Celle qu'empruntaient les Terre-Neuve pour rentrer en Bretagne, les cales chargées de morues, après des campagnes de pêche de plusieurs mois. Allez, on rentre à la maison. Les navires sortaient 2 par 2, 4 par 4, traînés dehors par des remorqueurs. Et alors, dès qu'ils s'ébranlaient, les matelots, découvrant leur tête, entonnaient à pleine voix le cantique de la Vierge. Salut, étoile de la mer. 30 secondes en voie de signal d'avertissement. On est à moins de 8 minutes avant le départ. En 1880, la transatlantique retour prenait plusieurs semaines. Pour nous, l'aventure commence seulement et la traversée devrait durer entre 4 et 8 jours. Le départ, quoi. Allez. Ah, ça va être beau, hein. Ouais, c'est bon Antoine, on borde pas trop, Le choquez-y, hein. 1 minute. 50, t'accélères un peu, je ralentis un peu. 3, 2, 1. Allez, c'est là, t'as l'objectif. Départ. Ça roule. Moi, je me concentre sur la perfo, je vous laisse la tactique. J'ai un peu de pression, j'essaye de glisser léger. La compte. Antoine. La compte, il bloque. Je peux border un petit chouille de grand voile, mais petit chouille, hein. Jour 1, 5000 parcourus. Les prévisions météo ne sont pas fiables. L'équipage est concentré,
les yeux rivés sur les instruments. Autour de l'Islande, il fait cette sorte de temps rare que les matelots appellent le calme blanc. C'est-à-dire que rien ne bougeait dans l'air. Comme si toutes les brises étaient épuisées. Finies. Les choses se tenaient immobiles et comme refroidies à jamais. Sous le regard de cette espèce de grand œil spectral qui était le soleil. Ce jour-là, ça avait l'air d'un métier si calme, si facile, celui de pêcheur d'Islande. Un métier de demoiselle. Le navire se balançait lentement sur place en rendant toujours sa même plainte, monotone comme une chanson de Bretagne répétée en rêve par un homme endormi. T'arrives à faire des belles photos de ça? Ouais, c'est pas mal. C'est trop beau là. À cette vitesse, on entend le bruit du bateau. Là. Après, recommençait la vie du large. L'isolement à 3 ou 4 compagnons rudes, sur des planches mouvantes au milieu des eaux froides de la mer hyperborée. Le gîte, trop bas pour leur taille, s'effilait par un bout, comme l'intérieur d'une grande mouette vidée. Et derrière leur dos, des couchettes s'ouvraient comme les niches d'un caveau pour mettre les morts. Monsieur Rugler fou dans son état naturel. Ouais. Ça, c'est toi, Matt? Très près les uns des autres, faute d'espace, ils paraissaient éprouver un vrai bien-être, ainsi tapis dans leur gîte obscur. Avec une bonne musique. La mer qui est quasiment plate. Dehors, ce devait être la mer et la nuit, l'infinie désolation des eaux noires et profondes. Cet horizon, qui n'indiquait aucune région précise de la Terre, ni même aucun âge géologique, avait dû être tant de fois pareil depuis l'origine des siècles, qu'en regardant, il semblait vraiment qu'on ne vit rien. Rien que l'éternité des choses qui sont et qui ne peuvent se dispenser d'être. Jour 2, 110 000 parcourus. Le vent capricieux tourne sans cesse. Le vent, il est comme ça et nous, on va par là-bas. Jour et nuit, grains et manœuvres s'enchaînent. La météo est instable, le cyclone n'est pas loin. Ok. La brise soufflait sur ce conciliabule de bateaux comme éprouvant le besoin de l'éparpiller, d'en débarrasser la mer. Et ils commençaient à se disperser, à fuir comme une armée en déroute, rien que devant cette menace écrite en l'air, à laquelle on ne pouvait plus se tromper. Les nuages inférieurs étaient disposés en une bande d'ombre intense. Ils étaient comme des voiles tendus pour cacher de trop gigantesques mystères qui eussent troublé l'imagination des hommes. Autour d'eux, c'étaient des aspects de non-vie, de mondes finis ou pas encore créés. Ils se hâtaient tous de s'en aller, trouvant plus sûr de prendre le large et d'avoir devant eux de l'espace libre pour filer vent arrière. La lumière matinale, la lumière vraie, avait fini par venir. Comme au temps de la Genèse, elle s'était séparée d'avec les ténèbres qui semblaient s'être tassées sur l'horizon, et restait là, en masse très lourde. Jour 3, 230 000 parcourus. Après de nombreuses réflexions, l'équipage décide de glisser au sud pour surfer sur les contours du cyclone
et ne pas se faire rattraper par son mauvais œil. Les marins, sans cesse accrochés aux écoutes, sont prêts à choquer en cas de rafale pour ne pas chavirer. Ils avaient tous veillé la nuit d'avant et attrapé en 30 heures plus de 1000 morues très grosses. Aussi leurs bras forts étaient là et ils s'endormaient. Leur corps veillait seul et continuait de lui-même sa manœuvre de pêche, tandis que par instant, leur esprit flottait en plein sommeil. Mais cet air du large qu'ils respiraient était vierge comme au premier jour du monde, et si vivifiant que malgré leur fatigue, ils se sentaient la poitrine dilatée et les joues fraîches. Compagnon, un mauvais jour, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette était mauvaise. C'est encore une fois de votre faute. Tous les torts sont de mon côté. Alors je m'en vais, j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû jouer du pianiste. C'est une musique qui pleurait. J'aurais dû vous écouter. Mais je n'en ai fait qu'à ma tête. Et puis je me suis énervé. Compagnon des mauvais jours, pensez à moi quelquefois. Plus tard, quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue plus fort et il s'en fumé au bord de la mer, au bord de la mer. Les mauvais jours, les mauvais jours. À mesure que ses prunelles mobiles s'habituaient à l'obscurité du dehors, il regardait de plus en plus cette marbrure unique du ciel. Il lui semblait que ce fût une vraie ombre humaine, agrandie, rendue gigantesque à force de venir de loin. Mais les mots, si vagues qu'ils soient, restent encore trop précis pour exprimer ces choses. Il faudrait cette langue incertaine qui se parle quelquefois dans les rêves et dont on ne retient au réveil que d'énigmatiques fragments n'ayant plus de sens. À contempler ce nuage, il sentait venir une tristesse profonde, angoissée, pleine d'inconnus et de mystères, qui lui glaçait l'âme. Jour 4. 630 000 parcourus. Nous voilà englués dans une dorsale anticyclonique. L'équipage a le regard tourné vers les derniers jours et la tempête Ernesto. Aurait-il pu éviter ce grand calme qui se dresse maintenant devant nous ? Aurait-il dû risquer davantage pour la performance ? Est-il préférable de jouer la sécurité et de ramener tout le monde sain et sauf ? L'orage qui nous a bien mis dedans quand même, parce qu'on était quoi, à 2000 de viabilis quoi. On était contact avec eux quoi, quasiment quoi. Ouais, on était à vue carrément. Hein. Il est de ces décisions qui peuvent propulser les marins dans leur course, ou l'arrêter d'un coup, brutalement, dans le fracas du matériel et des vies. Il était peut-être plus silencieux que d'habitude. Il se plaignait du temps trop calme et paraissait avoir besoin de s'agiter pour chasser de son esprit quelque obsession. Les heures passaient monotones. Et dans les grandes régions vides du dehors, lentement la lumière changeait.
Les pensées se faisaient plus lentes et plus rares. Elles semblaient se distendre, s'allonger en durée, afin d'arriver à remplir le temps sans y laisser des vides, des intervalles de non-être. Ce ralentissement forcé aura eu le mérite de reposer l'équipage et de lui insuffler des idées claires. Faut pas trop ralentir, sinon on va se faire manger par la méchante bête. Elle va un peu plus vite que nous, donc elle va se rapprocher au fur et à mesure qu'on se rapprochera de l'arrivée. Après avoir étudié la météo sous tous les angles, la décision est prise de retourner au combat, en piquant vers le nord. Faut garder un portée de main. Ouais. TPS, on peut les laisser le long comme on l'avait fait. Ouais. Cela soufflait toujours plus fort, faisant frissonner les hommes et les navires. Les lames, encore petites, se mettaient à courir les unes après les autres, à se grouper, et le bruit aigre de tout cela augmentait de minute en minute. Les lignes étaient depuis longtemps rentrées. Ils se pressaient pour leur disposition de gros temps. Le plus fort serait pas de ramener un peu les TPS au milieu, les TPS au milieu. Yes, le grab-bag il est là, normalement c'est bon. On peut peut-être l'attacher, le grab-bag est pas. Il est question de combinaison de survie, de procédure d'urgence. Pour la première fois, je devine la peur dans les yeux de mes camarades. Oh, on va se faire rattraper par le bazar. Jour 5, 1200 milles parcourus. Nous courons maintenant devant le cyclone sans oser ralentir. Chaque instant est une course contre le temps. La tempête se rapproche et avec elle, la tension monte à bord. Toujours plus fort ce grand souffle qui agitait toute chose. En quelques heures, tout était labouré dans cette région la veille si calme. Et au lieu du silence d'avant, on était assourdi de bruit. Le vaisseau avait tout à fait pris son allure de mauvais temps. Ses écoutilles fermées et ses voiles réduites, il bondissait, souple et léger. Le bateau fuyait, toujours plus vite, devant je ne sais quoi de mystérieux et de terrible. À la longue, pourtant, cela devenait une extrême fatigue. Cette fureur qui ne s'apaisait pas, qui restait toujours à son même paroxysme exaspéré. La rage des hommes, celle des bêtes, s'épuise, tombe vite. Il faut subir longtemps, longtemps celle des choses inertes qui sont sans cause et sans but. Mystérieuses comme la vie et comme la mort. Jour 6. Je scrute l'océan, espérant que la Terre soit proche. Mais non, encore 24 heures. L'excès de mouvement et de bruit les avait rendus ivres. Les cheveux ruisselants, la bouche contractée, ils étaient devenus étranges, et en eux reparaissait tout un fond de sauvagerie primitive. Tu es en train de filmer, Lou Kevin, hein. Tu veux pas regarder avec tes yeux, quoi. Ah, c'est dingue, ça. C'est dingue. C'est dingue, toi, regarde, on est en train de vivre un sacré moment. Et toi, tu le regardes à travers un écran. Et puis, un matin, enfin, la Terre. Les côtes bretonnes se dessinent au loin. Enfin, les derniers jours d'août arrivèrent, et un premier navire islandais apparut un soir. Lequel? Vite, les groupes de femmes s'étaient formés, muets, anxieux. Elles s'en allaient à l'extrême pointe de ce pays de Ploubazlanek, au pied d'une croix isolée. Il y en a ainsi partout de ces croix de granit, qui se dressent sur les falaises avancées de cette terre des marins, comme pour demander grâce.
comme pour apaiser la grande chose mouvante, mystérieuse, qui attire les hommes et ne les rend plus. Nous arrivons. La baie de Saint-Brieuc nous attend, vivants, contrairement à tant de pêcheurs avant nous. Et même si cette aventure est sans commune mesure avec les terribles conditions de travail qu'enduraient les Terre-Neuva pendant des campagnes de 7 mois de pêche, sans nouvelles ni communication, j'ai le sentiment qu'elle m'a permis de toucher à l'essentiel. Comme un retour à l'état animal, où le temps et la vie prennent une densité particulière. Au contact de mes compagnons extraordinaires, j'ai appris la vie en groupe, sans échappatoire. Ensemble, nous avons partagé le risque, l'aventure, l'amitié. Nous avons connu la rudesse pour mieux savourer la douceur du quotidien. Le dépassement pour repousser nos limites. Nous avons connu l'éloignement pour mieux retrouver les nôtres. La fête du retour était commencée. Ils revenaient, les Islandais. On aura bien vu Ernesto. Bravo, merci Antoine. Bravo. 2 la seconde journée, 4 le surlendemain, et puis 12 la semaine suivante. Et dans le pays, la joie revenait avec eux. Et c'était fête chez les épouses, chez les mères. Fête aussi dans les cabarets, où les belles filles pimpolaises servent à boire aux pêcheurs. Ça y est. Je me rends compte que c'est pour ça que je suis venu. Pour puiser à la source ces histoires que je veux raconter à mes enfants. Pour qu'inspirés par Mathieu, Antoine, Kevin et tous les autres, ils sachent que la vie a du sens lorsqu'on la partage avec des compagnons courageux et dévoués, portés par leurs rêves.